Teach était donc bien un boucanier, Dragon comme son fils Luffy a assommé un dragon céleste et l'incident de God Valley débute enfin avec l'arrivée des différents pirates sur l'île ainsi que le vice-amiral Garp. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons revoir l'ensemble des événements présentés lors de ce chapitre dans un premier temps et puis dans un second temps nous entrerons dans le vif du sujet entre analyse et théorie. Ce chapitre débute en nous montrant, après la présentation des prix de la chasse à l'autochtone, le fameux groupe de lapins super rares qui seront lâchés pour servir de gibier aux dragons célestes. On pourra donc constater qu'il s'agit des membres du clan Davy et lors de leur présentation on verra qu'ils sont profondément détestés par les dragons célestes. Une haine si forte que les prétendus dieux de ce monde sont à deux doigts d'en finir avec eux maintenant en leur lançant par exemple des couteaux, des dagues et même des haches. Ensuite on pourra voir que certains dragons célestes voudront savoir s'ils sont des boucaniers et cela semble être confirmé. On aura l'occasion de voir la mère de Teach de façon claire et je pense que pour la première fois depuis qu'on connaît Teach, on a tous eu de la peine pour ce jeune garçon qui très tôt a goûté à la cruauté de ce monde. Il est victime de la folie des dragons célestes qui veulent faire payer à ces hommes des crimes qu'ils n'ont même pas commis. Toujours durant ce moment on peut donc profiter de ce lynchage pour voir quelques-uns des membres du clan Davy, dont un a attiré mon attention. Il y a effectivement parmi eux un homme avec un chapeau de paille qui, au vu de sa taille anormalement grande, fait beaucoup penser au chapeau de paille que cache Imu dans les sous-sols de Pangea. On continue et ensuite on voit que Garling va être félicité par Saturne d'avoir trouvé ce clan disparu depuis 800 ans et encore une fois, Garling fera savoir qu'il s'agit d'un pur coup de chance. Au même moment, Monkey D. Dragon se trouve toujours avec la mère de Shanks et Shamrock. Étant grièvement blessée, celle-ci lui suppliera de sauver ses enfants et ce n'est pas tout, car elle semble aussi vouloir que Dragon élève ses fils. Elle veut absolument éviter qu'il tombe entre les mains de Garling. Après ces paroles, la mère des deux frères jumeaux va mourir. Dragon semble donc déterminé à accomplir la dernière volonté de cette femme, et ce même s'il la connaît pas et qu'il connaît pas non plus ses enfants. On en revient du côté des dragons célestes avec l'animateur qui ajoutera qu'en plus des 13 lapins super rares qui valent chacun 10 000 points, il y a aussi donc 150 lapins rares. À ce moment-là, il est temps de laisser ce qu'ils appellent les gibiers s'enfuir tandis que la chasse commence dans 1 heure. Et d'ailleurs à ce moment-là, on apprend grâce à un des esclaves qu'il semble que la chasse à l'autochtone était censée durer 3 semaines. Les 1 heure passent et il est temps pour les dragons célestes de partir à la chasse et bien sûr le massacre commence, femmes, enfants, hommes, tout le monde y passe. On verra ensuite que cette chasse à l'homme est retransmise à la télévision à l'aide d'escaméras qui ont sans doute été placées partout sur l'île lors de la demande de Garling à propos des préparatifs dans le chapitre précédent. Ceci permet donc aux dragons célestes qui vivent en Terre Sainte d'assister à leur divertissement préféré tout en soutenant la famille qu'ils veulent voir gagner. À ce moment-là, on va nous faire part d'abord à travers 2 dragons célestes le titre particulier que possède Gunko qu'on a pu découvrir sur Elbaf. En effet, elle est appelée l'épée de dieu des chevaliers. D'après leur façon d'en parler, il semblerait que Gunko, dans l'échelle sociale, est au minimum un cran en dessous des chevaliers divins classiques. C'est donc après ça qu'on nous présentera une nouvelle fois et cette fois-ci avec un tout petit peu plus de précision Gunko, nous faisant savoir dans un premier temps, comme je disais précédemment, qu'elle était surnommée l'épée de Dieu et puis qu'elle est bien une membre de la famille Manmeyer ainsi qu'elle aussi est bien une sainte ici appelée Sainte Gunko, même si ça il me semble qu'on nous l'avait déjà précisé. On peut donc fermer la parenthèse, on nous dira durant cette chasse que malgré ses points de pénalité après avoir éliminé le roi des autochtones, que la famille Figarland grâce à Garling est en tête. Cependant la famille Manmeyer et la famille Babette sont pas loin derrière et n'ont pas l'intention de laisser la famille Figarland l'emporter aussi facilement. Tandis qu'on nous montre chacun des chevaliers divins gagner de plus en plus de points, on assiste aussi à un véritable massacre, et même si on le savait, on voit aussi à quel point ils sont cruels et inhumains. Le moment où Sommer se trouve un enfant perché en haut d'un arbre et lui demande de sauter dans un tas de ronces, c'est quand même assez choquant, et là où c'est encore plus triste, c'est quand son père essaye de le sauver. En vrai, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement dans notre monde quand je vois des trucs comme ça dans One Piece. J'ai l'impression qu'Eiichiro Oda cherche à nous faire passer des messages. Mais bref, enchaînons. La jeune recrue de la marine Monkey D. Dragon, qui a été missionnée par la mère de Shanks et Shamrock, va sur sa route tomber sur une flopée de cadavres. Ceci doit effectivement être très choquant pour ce jeune élément de la marine qui était très certainement à 1000 lieues de pouvoir imaginer que de telles choses pouvaient être cautionnées par la marine. Dragon, même s'il semble avoir accepté la mission de cette femme, ne peut pas s'empêcher de cogiter et penser aux conséquences de ses actes, pas seulement pour lui mais surtout pour ses camarades de la marine. Car en effet, Dragon nous fera savoir que s'il tente de sauver quelqu'un parmi ses esclaves et qu'il s'oppose donc au dragon céleste, toute son unité sera décimée. D'ailleurs, pile à ce moment-là, les membres de son unité finiront par remarquer qu'il manque à l'appel et grâce à cela on comprendra que juste avant le début de la chasse à l'autochtone, l'ordre a été donné à certains soldats de la marine de retourner à leur navire. À un moment donné, il tombera sur le groupe de Kuma à l'instant précis où Ivankov motivait quelques esclaves de tout faire pour survivre. Sauf que devant lui se trouvait un dragon céleste qui était sur le point d'ouvrir le feu sur le jeune Kuma qui, je le rappelle, vaut 10 000 points étant un boucanier. Juste avant que ce dragon céleste ne tire, Dragon lui tirera dessus et au vu de la bulle qu'on a pu voir apparaître au niveau de la tête du dragon céleste désormais à terre, il est plus que probable qu'il soit endormi. N'oublions pas qu'à la base pour capturer les habitants de l'île, Dragon avait des balles anesthésiantes. Il semble clair ici qu'il ait utilisé ces balles sur ce dragon céleste. S'il avait abattu de façon létale, ce Tenryubito aurait été vraiment chaud pour lui, même si dans tous les cas ce qu'il a fait est considéré comme un crime atroce qui l'aurait condamné à la mort ou l'esclavage. Au même moment, tandis qu'on peut voir d'autres dragons célestes abattre des esclaves, les Rox pirates arrivent enfin sur l'île détruisant les navires de la marine. On a donc la possibilité de profiter une nouvelle fois du débarquement sur God Valley des pirates de Rox avec cette fois-ci la présence de l'intégralité des membres de l'équipage ainsi que bien sûr le capitaine Rox Dixebeck
Xebec, ou si vous préférez, Davy Xebec. On a donc parmi les Rox Barbell, Stussy, Streusen, Gloriosa, Kyo, John, Lin, Shiki, Kaido, Newgate et Xebec. Il faut savoir que les Rox arrivent par l'est de l'île et ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de nombreux pirates de renom tout droit venus de l'île des pirates. Dès leur arrivée sur l'île, Rox rappelle à son équipage les objectifs de leur intervention, ils doivent donc sauver Shaki, voler les trésors ainsi que les fruits du démon. Sans oublier le plus important pour Xebec, mais qui est un objectif caché, il est avant tout là pour secourir sa famille. Et ça bien sûr il le dit pas. Évidemment la majorité des Rox pirates ont le principal objectif de sauver Shaki dans le but de tomber dans ses bonnes grâces. Kaido le Sigma lui ne semble n'avoir qu'un but, c'est récupérer un fruit du démon, d'ailleurs Lin va comme vous le savez lui donner un coup de main pour ça. Tandis que les Rox pirates détruisent tout sur leur passage, c'est la panique du côté des dragons célestes, ils ordonnent aux marines de régler rapidement le problème et leur assurent qu'ils auront des ennuis s'il leur arrivait quelque chose. À cet instant précis, en profitant de la panique chez les soldats de la marine, Dragon parvient à trouver les deux bébés qui avaient été récupérés par Garling. Ce kidnapping de Dragon passe totalement inaperçu pour deux raisons, c'est qu'au même moment l'équipage de Roger était aussi arrivé sur l'île, ce qui évidemment monopolise toute l'attention des soldats, et la seconde raison est que les deux bébés miraculeusement étaient totalement silencieux, aucun d'eux n'a décidé de pleurer. Au vu du chaos qu'il y a sur l'île, les soldats auront pour ordre d'amener les dragons célestes au centre de l'île pour éviter d'être blessés. Il semblerait que les Rox étant à l'est de l'île et les pirates de Loro Jackson à l'ouest, il ne s'agit plus que d'une question de temps avant qu'ils ne se croisent. Roger et ses hommes viennent d'accoster sur l'île et leur objectif est clair, sauver Shaki. En ayant donc appris cette nouvelle, Garling comprendra que ça commence sérieusement à chauffer et qu'il est temps de se battre sérieusement. Et donc pour faire face aux pirates, les chevaliers divins entrent aussi en scène et il nous sera donc montré pour la première fois l'intégralité des chevaliers divins présents durant l'incident de God Valley. Au vu de leur présence, il sera demandé à la marine de reculer et donc de s'occuper d'escorter les dragons célestes. Tandis que les nombreux pirates présents sur l'île prenaient l'avantage et étaient en train d'écraser les soldats de la marine, le vice-amiral Garp accompagné de sa flotte arrive sur place en balançant des boulets de canon sur les pirates, faisant grimacer Roger et Rox au plus grand plaisir des soldats de la marine. C'est donc ainsi que ce chapitre 1160 s'achève avec le rassemblement des légendes de cette époque sur cette fameuse île de God Valley. Il est désormais temps de passer à la seconde partie de la vidéo entre analyse et théorie comme d'habitude. Lorsque Roger débarque sur God Valley avec son équipage, on remarque juste derrière lui quelqu'un de totalement inattendu. En effet, il semblerait que Douglas Bullet ait été canonisé et que Eiichiro Oda ait profité de ce flashback pour l'intégrer au sein de l'équipage du futur roi des pirates. Comme vous le savez, Douglas Bullet est l'antagoniste principal du film One Piece Stampede et on nous faisait savoir à ce moment-là qu'il était surnommé l'héritier du démon, ayant été un ancien membre de l'équipage de Roger. Il faut savoir qu'il était considéré comme aussi puissant que Rayleigh et donc sans doute légèrement plus fort que Gaban. Par conséquent, il était un sacré atout pour Roger et ses hommes, surtout dans le chaos qu'était God Valley. D'ailleurs, si on se base sur ce qu'on nous disait à propos du passé de Bullet, c'est assez logique de le voir là, du moins c'est pas du tout étonnant. Mais ça reste quand même une bonne surprise. Mais bref, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye de vous dire. Sa présence rend les choses encore plus difficiles pour les chevaliers divins et les éléments de la marine, notamment Garp, qui n'a pas les moyens de faire face à autant de pirates aussi puissants. Avoir un pirate aussi puissant au sein de son équipage donne encore plus de crédibilité à Roger face par exemple aux Rox pirates, qui eux ne comptent que des pirates surpuissants. Le fait que Roger puisse compter sur 3 personnes pour gérer de gros calibres change la donne, d'autant plus qu'il va falloir gérer les chevaliers divins. En effet, dans les chapitres précédents, lorsque Somers et Gaban se sont affrontés sur Elbaf, le chevalier divin nous faisait comprendre qu'ils s'étaient déjà croisés. Depuis le chapitre précédent, on nous fait savoir que Somers était bel et bien présent sur God Valley, ce qui nous indique que l'endroit où Gaban et Somers se sont rencontrés et affrontés était bien cette île. Ça on l'a compris, y a pas de problème, et c'est d'ailleurs pareil pour Gunko qui a très certainement dû affronter plusieurs légendes de la piraterie de cette époque. Le plus intéressant ici lors de ce chapitre, c'est le moment où on voit l'intégralité des chevaliers divins présents sur God Valley, et tout semble indiquer que chacun d'eux va affronter les pirates les plus puissants des équipages de Roger et Rox, sans compter leur capitaine. En effet, je pense qu'il y a eu à un moment donné un affrontement entre Roger, Garp et Rox, qu'effectivement Garp et Roger se sont alliés pour affronter Xebec, mais je maintiens cependant mon idée selon laquelle ce ne sont pas eux qui en ont fini avec lui. Ensuite, on sait que Garling à un moment donné a affronté Newgate et l'a même blessé, et on sait aussi donc que Somers a donc affronté Gaban. Je m'attends donc de voir assez logiquement chacun des autres chevaliers divins qu'on nous a présentés durant ce chapitre 1160 faire face à chacun des puissants pirates présents sur l'île. En fin de chapitre, tandis que les Rox pirates et les pirates de Loro Jackson mettaient du grabuge sur l'île de God Valley, Garp vient à la rescousse des soldats de la marine. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Garp, mais après c'est surtout parce qu'il était un peu mis de côté et il y avait rien d'intéressant à dire sur lui. Garp intervient donc sur God Valley accompagné de sa flotte. Bogard est aussi présent, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir à l'œuvre pour la première fois. Ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il intervient, Roger et Rox se grimacent un peu et ne semblaient pas s'attendre à le voir. Au vu de la réaction des deux hommes, on sait pertinemment qu'il va leur poser problème aux deux. D'ailleurs, son intervention est très parlante avec le fait qu'il balance des boulets de canon à main nue à l'endroit où se trouvent les pirates. À cette époque, le vice-amiral Monkey D. Garp avait tout l'air
d'être l'égal de Goldie Roger, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Car en effet, s'il était vraiment son égal, je pense que Garp aurait au moins fini par le choper une fois, alors qu'il semble que jusque-là, Roger a toujours réussi à s'enfuir. Néanmoins, même si Garp est peut-être légèrement inférieur, ce n'est pas une grosse différence, qui permet donc justement à Garp de poser des problèmes à Roger présent sur God Valley, mais aussi poser des problèmes à Rox et ses hommes. Le seul problème dans cette théorie, c'est le fait que l'amiral Kong semble seulement avoir chargé Garp d'intervenir sur God Valley. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres vice-amiraux, mais le pire c'est que je me demande pourquoi il ne semble pas du tout y avoir d'amiral. On sait depuis je crois l'arc Sabaody que s'il arrive le moindre problème à un dragon céleste, un amiral de la marine a l'obligation d'intervenir pour assurer sa sécurité. Et là on a une chasse à l'autochtone qui tourne mal avec la venue de plusieurs pirates surpuissants qui auraient dû normalement mobiliser plusieurs amiraux de la marine. Si on prend l'exemple de ce qui se passe actuellement en Terre Sainte avec l'attaque des révolutionnaires, on remarque que 2 amiraux de la marine sont intervenus. Fujitora et Ryukogyu sont intervenus en Terre Sainte pour protéger les dragons célestes, alors pourquoi lors de l'incident de God Valley on n'entend pas parler d'amiral, alors qu'ils sont censés être les éléments les plus puissants de la marine. Après on peut penser au fait qu'ils estiment que les chevaliers divins sont déjà présents et que c'est largement suffisant, mais il aurait été plus sûr selon moi d'envoyer au moins un amiral. Même si Garp est surpuissant et que sa puissance n'a rien à envier à un amiral, il ne possède pas ce statut officiellement. Je ne comprends pas aussi pourquoi on nous fait pas savoir que d'autres vice-amiraux ont été mobilisés, à moins que Garp ait été le seul à intervenir. Si c'est le cas, je me demande bien ce qu'avaient de mieux à faire Tsuru et Sengoku à ce moment-là pour ne pas être allés sur God Valley. En fait, ce qui est curieux, c'est que Garp, si on met de côté les chevaliers divins, n'a pas vraiment d'alliés au sein de la marine présents sur God Valley qui pourraient l'aider efficacement face aux pirates. C'est pour ça qu'il aurait été selon moi pratique que d'autres éléments de la marine de son calibre interviennent avec lui. Comment à lui seul Garp peut gérer l'équipage de Rox, Rox lui-même étant le pirate le plus puissant de cette époque, Goldie Roger et ses principaux hommes avec Grayli et Gaban, sans oublier aussi Douglas Bullet qui a été canonisé. On peut aussi ajouter le fait que de nombreux pirates de renom venus tout droit de la ruche et partout dans le monde sont intervenus pour sauver Shaki. Ce qui fait que pour moi, même quelqu'un comme Garp n'a pas pu s'en sortir aussi facilement, c'est pas possible. Donc Garp ne pourra compter que sur ses hommes, Bogard, les soldats déjà présents, ainsi que les chevaliers divins, même si effectivement on sait que Garp les déteste étant des dragons célestes. Depuis le chapitre précédent, nous connaissons la véritable raison qui pousse Rox d'Ixebec à intervenir sur l'île de God Valley. En effet, celui-ci a l'intention de sauver sa famille qui se trouve sur l'île, donc sa femme et son fils. Un objectif qu'il cache à ses hommes et qu'il compte masquer en prétextant qu'il veut sauver Shaki et voler les trésors ainsi que les fruits du démon. La seule personne à qui il a dit la vérité, c'est celui qu'il considérait comme son ami, le roi Harald. Étant capable de le stopper, Rox a décidé de lui expliquer ses véritables raisons pour qu'il ne s'interpose pas. On est beaucoup à dire que Roger et Garp ne sont pas réellement de bonnes personnes, étant donné que d'après Sengoku, c'est eux qui ont éliminé Rox, tandis que lui voulait simplement sauver sa famille. Je veux absolument pas prendre la défense de Roger, et encore moins celle de Garp qui lui est un abuseur qui a totalement décidé de fermer les yeux sur les agissements des dragons célestes, mais il faut tout de même prendre en compte le fait qu'il connaissait pas le véritable objectif de Rox et que celui-ci, s'il leur avait fait savoir son secret, Roger et Garp, peut-être tout comme Harald, auraient décidé de le laisser accomplir son objectif. Il est fort probable que Rox ait gardé son secret jusqu'à la fin et que Garp le voyait seulement comme quelqu'un qui était là pour voler les récompenses de la chasse à l'autochtone, tandis que Roger lui le voyait comme un obstacle à sa volonté de sauver et de récupérer Shaki, ainsi que les prix de la chasse à l'autochtone. En tout cas, c'est marrant de voir que depuis qu'on nous a montré Rox d'Ixebec, toutes ses actions contre le gouvernement mondial, ainsi que récemment la réelle raison de sa venue sur God Valley, comment énormément de fans sont déçus de ce que nous propose Roger jusque-là. Et s'agissant de Garp, personnellement, je n'ai jamais été vraiment fan du personnage, j'aime pas les gens qui cautionnent des génocides, c'est logique, surtout quand ils sont impliqués, même si effectivement c'est de façon indirecte. Grâce à ce chapitre, nous en apprenons plus sur Saint Gunko de la famille Manmeyer ayant le statut d'épée de dieu. D'après la façon qu'ont les dragons célestes de parler de Gunko, il semblerait que le titre d'épée de dieu reste inférieur à celui de chevalier divin. D'ailleurs, on remarque que lorsqu'on nous présente pour la première fois l'intégralité des chevaliers divins présents sur God Valley, Gunko n'en fait pas partie. Dans ce chapitre 1155, on nous confirmait que Gunko était bien la servante d'Imu Nerona, et il est fort probable que son statut d'épée de dieu des chevaliers est lié au fait qu'elle soit la servante d'Imu. Sur Elbaf, nous avons eu l'occasion de voir que Imu, voyant les chevaliers divins prendre plus de temps que prévu pour accomplir leur mission, a décidé d'intervenir. Elle n'est pas intervenue directement, mais s'est servie de Sainte Gunko en prenant le contrôle de son corps, faisant totalement disparaître sa conscience. Imu étant le seigneur de la Terre Sainte, le roi des dieux, est considéré comme le dieu suprême, et étant probablement à l'origine des pouvoirs des chevaliers divins, notamment leur pseudo-immortalité, et le fait qu'ils soient capables de se téléporter n'importe où via des cercles démoniaques, ils dépendent donc littéralement de lui, du moins s'agissant de leur pouvoir. Après la mort de Singe Garcès Saturne, nous savons qu'Imu à n'importe quel moment peut éliminer ceux qui semblent avoir fait un pacte avec lui. Singe Garcès Saturne, depuis qu'il a fait son pacte avec Imu, n'a cessé de vieillir, et est donc devenu immortel. Cependant, si Imu décide qu'il est temps pour lui de mourir, Imu lui retire ses capacités d'immortalité qu'elle lui a octroyées, et il meurt comme on a pu le voir sur Egghead. Sachant cela, il est fort probable que ce soit le cas pour tous les doyens ainsi que tous les chevaliers divins. On a pu constater sur Elbaf que Sommers et Gunko avaient eux aussi des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs de régénération.
régénération qui leur permettent de guérir de n'importe quelle attaque. Cependant, contrairement à Saturne qui semblait ne plus vieillir, on remarque qu'entre l'incident de God Valley et les événements sur Elbaf, Summers lui a vieilli, et ça on le savait, mais c'est pareil pour Garling. Par contre, ce n'est pas le cas pour Gunko qui elle semble toujours être la même, et ça c'est très certainement lié au fait qu'elle est la servante personnelle d'Imu. Donc ce qu'on constate, c'est que les doyens et les chevaliers divins disposent certes de pouvoirs octroyés par Imu, mais qu'ils ne sont pas identiques et semblent être limités pour les chevaliers divins. Avec ce qu'on a vu sur Egghead, en plus d'être immortels, il semble que les doyens soient aussi capables de se transformer en monstres démoniaques du folklore japonais. Tandis que les chevaliers divins, eux, mis à part leur pouvoir de régénération, n'ont pas l'air d'avoir de pouvoirs supplémentaires utiles au combat. Pour en revenir à Gunko, malgré le fait qu'elle a l'air d'avoir un titre inférieur à celui de chevalier divin, certains parmi les dragons célestes qui assistent en Terre Sainte à la retransmission télévisée de la chasse à l'autochtone parient sur elle pour ce qui est donc du côté des performances individuelles. Quand on se dit que Garling participe à cette compétition, on ne peut s'empêcher de penser que Gunko est tout de même un personnage extrêmement puissant. Et je me demande si certains parient sur elle parce qu'ils savent que leur seigneur Imu peut prendre le contrôle de son corps. D'ailleurs, le fait que ce soit possible serait peut-être aussi gage de sa puissance. Dans tous les cas, on sait que Gunko est spéciale. Si elle a été choisie pour être la servante d'Imu, c'est qu'il y a une bonne raison. Tout ça est peut-être lié à ce qu'on a pu voir d'elle juste avant qu'Imu prenne le contrôle de son corps sur Elbaf, lorsque celle-ci semblait se souvenir d'avoir connu Brooke quand elle était enfant. Mais bref, tout ça pour dire que le titre de Sainte Gunko, donc l'épée de dieu des chevaliers divins, est certainement lié au fait qu'en cas de besoin, Imu peut prendre le contrôle de son corps quand bon lui semble, devenant littéralement son arme, son épée, lui permettant de faire face sans bouger de là où elle est aux différentes menaces. Mais là où je veux surtout en venir, c'est qu'au vu de la présence de Gunko sur God Valley, qu'on avait d'ailleurs bien gardé de nous cacher, pourrait alimenter encore plus ma théorie selon laquelle Imu va intervenir sur l'île. Je vous bassine avec cette théorie depuis un moment, mais vous le savez, je suis persuadé que les événements de God Valley sont encore plus fous que ce qu'on pense. Et pour moi, c'est Imu qui en a terminé avec Rox, et avant qu'on nous confirme la présence de Gunko, je me disais que Imu avait peut-être agi par l'intermédiaire d'un des nombreux chevaliers divins présents sur l'île, ou via Saturne, qui lui aussi était présent. Dorénavant, nous savons que Gunko était présente, ce qui pour moi réunit toutes les conditions pour l'intervention d'Imu. Ceci permettrait d'ailleurs de boucler la boucle. Imu rendrait une visite à Rox par l'intermédiaire de l'épée de dieu, donc via son arme vivante, Gunko, ce qui engagerait un combat, Imu ayant pour but à ce moment-là de venger l'affront qu'elle a subi lorsque Rox a pénétré la chambre fleurie, la menaçant par la suite. Imu ayant appris de quelque manière que ce soit que la famille de Rox était présente sur God Valley, celle-ci se serait servie d'eux pour faire un chantage à Xebec, et c'est ça qui aurait fini par le tuer. En effet, il est peu probable que Garp et Roger soient parvenus à venir à bout de Xebec, ou à la limite, il est possible qu'il l'ait à minima affaibli, ce qui aurait permis à Imu via Gunko d'en terminer avec lui. Xebec sentait que ça allait mal se terminer pour lui sur God Valley, et j'en suis persuadé, c'est ni Roger et ni Garp qui vont l'éliminer, Imu ayant appris qu'il était un descendant direct de David E. Jones, un de ses ennemis jurés dans le passé, va en faire une affaire personnelle. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que sur God Valley, il y avait bien plus de grands pirates que de chevaliers divins et de puissants éléments de la marine, ce qui fait qu'il est probable qu'ils aient été surmenés et qu'ils aient perdu le contrôle. Du côté des pirates, sans compter les nombreux pirates de renom venus de la ruche ainsi que partout dans le monde, il y avait Rox qui était le pirate le plus puissant de cette époque, Newgate déjà niveau empereur, avec Linlin, Shiki, rival de Roger, Kyo, rival de Shiki lui-même rival de Roger, Kaido, John que je soupçonne être bien plus puissant qu'on le pense, sans oublier Barbel, Stussy, Gloriosa ou encore Struzen. Et il y avait aussi Roger, Rayleigh, Gaban, et il semblerait aussi, comme je le disais précédemment, que Douglas Bullet était aussi présent, et il est vrai que d'après ce qu'on nous disait de son passé, cela correspond parfaitement. Et ensuite il y a le reste de l'équipage de Roger qui a l'obligation de compter des pirates au minimum niveau, allez, Supernova, voire Corsair, si on veut être sympa. Et face à eux, il y a Garp et les chevaliers divins qui sont au nombre de 7, sans oublier bien sûr Gunko. Même si je pense que tout compte fait, on nous a pas montré tous les chevaliers divins à ce moment-là, et je pense effectivement qu'il y en a plus que ça. Et il est donc clair qu'ils n'avaient pas du tout l'avantage du nombre, et il serait donc totalement logique si on viendrait à apprendre qu'ils aient perdu le contrôle de la situation à un moment donné lors de la bataille. Après, il ne faut pas aussi oublier le fait que l'équipage de Roger et celui de Rox n'étaient pas alliés, ce qui fait que finalement c'est moins compliqué que ça aurait pu être. Donc on aurait pu se dire que face au chaos de God Valley, Imu ayant appris que ça se passait mal sur l'île, aurait décidé d'intervenir avec les 5 doyens, ce qui aurait totalement retourné la situation. Dans ce chapitre, on nous explique comment Monkey D. Dragon a fait pour devenir l'homme le plus recherché du monde, ayant la prime la plus élevée à l'heure actuelle. Nous apprendrons ici que Dragon, en cherchant à sauver le jeune Bartholomew Kuma, qui était sur le point de se faire abattre dans le dos par un dragon céleste, a tiré sur le Tenryubito. Il a commis un des pires actes aux yeux du gouvernement mondial, alors qu'il était à ce moment-là un jeune élément de la marine, un bleu. Au même âge, son fils Luffy avait assommé avec un coup de poing le dragon céleste Saint Carlos pour sauver une sirène. Et nous apprenons maintenant que sur God Valley, pour sauver ce jeune esclave de la tribu des boucaniers, Dragon a tiré sur un de ses supérieurs hiérarchiques une balle anesthésiante. Ceci représente un des pires crimes qu'un humain peut faire, même si effectivement il ne l'a pas tué. Si cela venait à se savoir, alors c'est en partie cet élément qui a fait de Dragon un des hommes les plus recherchés au monde. Le fait qu'il crée l'armée révolutionnaire après, ainsi que leurs actions, sont très certainement des éléments supplémentaires ajoutés au tout premier crime qu'il avait commis sur God Valley. Sachant qu'en plus de neutraliser un dragon céleste, il a sauvé un boucanier. Boucanier qui
qui sont, comme je le rappelle, l'un des peuples les plus détestés par les dragons célestes, et on a pu le constater. Oublions pas qu'en plus d'avoir tiré sur un dragon céleste, Dragon a aussi réussi à sauver Shanks et Shamrock en fin de chapitre, ce qui correspond aux yeux du gouvernement mondial à un kidnapping de dragons célestes. Monkey D. Dragon, après avoir tiré sur un Tenryubito, a kidnappé les enfants d'un des chevaliers divins les plus importants de la Terre Sainte. Le souci, c'est qu'on sait aussi que sur God Valley était présent l'intégralité des chevaliers divins, ce qui fait qu'il a rapidement dû avoir des complications, et cela explique le fait que finalement seul Shanks a pu être sauvé. Les coffres contenant normalement tous des fruits du démon surpuissants, et Dragon s'étant retrouvé certainement à un moment donné en face d'un de ces coffres après que Kuma et Ivankov les aient volés, s'en est peut-être servi. En effet, pourquoi ne pas imaginer que dans sa fuite, Dragon soit tombé sur l'un de ses coffres, a décidé de manger le fruit à l'intérieur et déposer à la place Shanks. Le coffre finit par être volé par Roger et ses hommes, et voilà comment Shanks s'est retrouvé au sein de l'équipage des pirates de l'Euro Jackson. Pour rester sur Monkey D. Dragon, il ne semble pas totalement illogique d'imaginer la possibilité que ce soit durant cet incident de God Valley que le jeune Marine a mangé son fruit du démon. On le sait, la majorité des récompenses de la chasse à l'autochtone sont des fruits du démon surpuissants. On a notamment pu voir lors du passé de Kuma que le Nikyu Nikyu no Mi et le Uo no Mi faisaient partie des prix. Ivankov et Kuma étaient parvenus à récupérer la totalité des coffres qui contenaient les fruits du démon. Ils ont été surpris par Lin Lin au moment où ils ouvraient les coffres, et Kuma s'est donc enfui en mangeant le Nikyu Nikyu no Mi. À ce moment-là, on voit que Lin Lin avait récupéré le Uo no Mi qu'elle donnera plus tard à Kaido. Il est aussi fort probable que Lin Lin n'a pas récupéré que ce fruit et qu'elle a eu l'occasion de mettre la main sur la quasi-totalité des fruits, les coffres ayant tous été récupérés par Ivankov et Kuma. Si ce n'est pas le cas, il est fort probable que pendant que Kuma s'enfuyait et que Ivankov tentait tant bien que mal à retenir Lin Lin, ce soit finalement l'intervention d'un personnage puissant qui l'aurait empêché de rattraper Kuma. En effet, ce n'est pas Ivankov qui allait stopper bien longtemps Lin Lin, donc il faudra s'attendre à ce qu'un chevalier divin ait fait son apparition. Sans oublier aussi que Singe et Garcia Saturne n'était pas loin à ce moment-là, étant donné que Kuma, durant sa fuite, va tomber nez à nez avec le doyen. On peut aussi penser à l'éventualité que Lin Lin, en voyant au loin Singe et Garcia Saturne, a décidé de prendre la fuite avec les coffres. Si j'ai raison et que Lin Lin a été attaquée par un chevalier divin, alors il est probable qu'elle a été forcée durant la bataille de s'éloigner de ses coffres. À un moment donné, Dragon aurait très bien pu passer par là, et pour mettre en sécurité les bébés, il aurait décidé de les mettre chacun d'eux dans un coffre différent. Moi je pense que dans le coffre où il voulait y cacher l'un des bébés se trouvait un fruit du démon surpuissant en lien avec la météo, ce qui donnerait une explication à pas mal de mystères autour de lui. En effet, Dragon, à presque chacune de ses apparitions, a été accompagné de changements de la météo, avec des bourrasques de vent, de la pluie, des orages, etc. etc. Pour moi, c'est obligé que Dragon a mangé ce fruit durant cet incident, et au vu de l'importance de ce personnage, ainsi que de son statut de personnage le plus recherché dans le monde, il faut s'attendre à ce que ce fruit soit surpuissant. Et nous savons d'ailleurs que les fruits du démon qui font office de prix de la chasse à l'autochtone sont la crème de la crème. J'aime bien aussi l'idée qu'après que Dragon s'est enfui avec les deux bébés, quelqu'un ait fini par s'en rendre compte, notamment Garling, et que Dragon a été retrouvé qui s'est vu être en difficulté face à Garling. Sa fuite l'aurait amené à l'endroit où Kuma et Ivankov, à cause de Lin Lin, ont abandonné les coffres qui contiennent des récompenses, et que dans un moment de désespoir pour Dragon, un moment où il allait être éliminé par Garling, Dragon aurait dévoré un fruit qui lui aurait permis de soit combattre, soit prendre la fuite. Je rappelle qu'il est fort probable que là, on a un Monkey D. Dragon qui est très faible. Le seul problème avec cette idée, c'est que je sais pas quand il aurait pu avoir le temps de cacher les deux bébés, et plus précisément Shanks qui a été retrouvé dans un coffre. Durant ce chapitre 1160, nous aurons l'occasion de profiter d'une nouvelle révélation. Il s'agit du fait que le clan Davy fait partie de la tribu des boucaniers. Avec ça, lorsque le clan Davy sera présenté sur scène au Dragon Céleste, nous pourrons effectivement constater que certains des membres de ce clan ont une taille assez démesurée. Le fait qu'ils soient des boucaniers est donc une parfaite explication, car comme vous le savez, les boucaniers possèdent en eux du sang de géant. Ceci explique désormais pourquoi Teach fait la taille de 3,44 m. Ce chapitre vient confirmer pas mal de théories autour de l'actuel empereur. Singe et Garcia Saturne nous disait sur Egghead que Teach avait un sang et une lignée très particulière. Ensuite, Katharina Devon appuiera sur cette information, nous disant que son capitaine était spécial. Aujourd'hui, tout prend sens, et on comprend maintenant pourquoi Oda avait décidé d'insister sur le fait que Teach était tout sauf ordinaire. Car en effet, en plus de faire partie d'un clan mythique dont la lignée remonte au siècle oublié, descendant direct du célèbre pirate Davy D. Jones qui vivait il y a 800 ans, Teach fait aussi partie de la tribu des boucaniers, tribu qui a tout l'air d'être liée à Joy Boy, dont pas mal de théories avancent l'éventualité qu'il serait un boucanier. On peut notamment prendre l'exemple du chapeau de paille géant que cache Imune Rona dans les sous-sols de Pangea, qui selon certaines théories appartiendrait à Joy Boy ayant déjà été vu avec un chapeau de paille aux côtés des Mets. En tout cas, le fait de savoir que le clan Davy fait partie de la tribu des boucaniers suggère fortement que leur ancêtre Davy D. Jones en était un aussi. J'en viens même à me demander si ce serait pas tous les
porteur de la lettre D qui aurait du sang de boucanier. Ça pourrait expliquer pas mal de choses à propos de la taille de certains personnages. Mais bon, si c'était vraiment le cas, et vu la violence dont fait part le gouvernement mondial face aux boucaniers, on pourrait se demander pourquoi ils n'ont pas traqué chacun des D de l'œuvre. Après, on peut quand même noter que la plupart des D qu'on connaît ont une prime sur leur tête. Mais bon, il y a quand même des exceptions, comme par exemple Garp ou encore Sauro, qui avant de déserter était un vice-amiral. Prenez ce que je viens de vous dire avec de grosses pincettes, hein. Là je vous partage de simples idées comme ça que j'ai eues. D'ailleurs, n'ayez pas peur de proposer vos idées les plus folles, le but ici c'est de parler de One Piece entre fans. Enfin bref. Pour en revenir à ce que je disais, et s'il s'avère que les D ne sont pas tous des boucaniers, alors on a la preuve que parmi les D, le clan Davy n'était pas le seul et que d'autres clans existaient. En vrai c'est fort probable, parce que tout à l'heure quand je vous parlais des D qui ont rejoint la marine, j'ai cité Sauro, et comme vous le savez, il fait partie de la tribu des géants. Donc pour l'instant, on sait que parmi les D, on a Marshall D. Teach et Rocksteady Xebec qui sont des boucaniers. On peut aussi mettre en avant la forte éventualité que Davy D. Jones était un boucanier aussi. Ensuite, on sait pour sûr que Aguardi Sauro faisait partie de la tribu des géants, sauf que comme vous le savez, je le rappelle, il n'est pas né sur Elbaf. Et à travers Luffy, Law ou encore Clover, on peut se dire qu'ils sont des D humains. Grâce à ces informations, on peut mettre l'hypothèse qu'effectivement, les D étaient séparés en plusieurs clans, avec le clan Davy qui compte des boucaniers, le clan des géants, le clan des humains, le clan des boucaniers, etc. etc. On sait pas pour la suite. J'aime bien l'idée parce qu'on remarque qu'en plus de tous être des D, ils sont tous reliés entre eux à travers leur race. En effet, nous savons depuis le passé de Kuma que les boucaniers sont nés d'une relation interespèce, celle des géants et celle des humains. On aurait donc ici 3 des potentiels nombreux clans qui existeraient parmi les D. Ensuite, pour rester sur ce sujet, on peut imaginer la forte probabilité que chacun de ces clans possède une particularité bien spécifique. Cela peut être un pouvoir spécial, un savoir, un héritage, peu importe, quelque chose qui les rendrait dangereux aux yeux du gouvernement mondial. Et même sans ça, on a pu constater de certaines spécificités de la part des boucaniers qui ont un corps particulièrement résistant. On peut aussi noter le fait qu'ils sont tous les héritiers d'un savoir qui est très problématique pour le gouvernement mondial. En effet, ils se transmettent de génération en génération la légende du dieu soleil Nika, croyant dur comme fer qu'un jour il fera son grand retour pour sauver tous les esclaves du monde. Ensuite, nous savons par exemple depuis très longtemps que Teach n'était pas quelqu'un d'ordinaire. La première fois, c'est lorsque Luffy et Zoro, lors de leur première rencontre avec Teach, nous disait que lorsqu'on parle de cet homme, il faut parler de lui au pluriel, n'étant pas tout seul. Durant la guerre de Marineford, il deviendra le seul homme de tout One Piece à avoir été capable de manger 2 fruits du démon. Saint Garcia Saturne sur Egghead nous dira que Teach descend d'une lignée particulière et Katarina Devon qualifiera son capitaine de spécial. On comprend aujourd'hui, toutes ces caractéristiques qui définissent l'empereur des mers actuel sont liées au fait qu'il est un membre du clan Davy, étant donc un descendant direct du célèbre pirate qui vivait il y a 800 ans, Davy D. Jones. Avec tout ça, on peut penser effectivement que chacun des potentiels clans permettrait à tous leurs membres de bénéficier d'un pouvoir qui leur serait propre, sachant qu'étant tous des D, ils héritent déjà tous de la volonté du D. Donc tout ça pour dire que les D sont très probablement séparés en plusieurs clans et que chacun d'entre eux possède sa propre spécificité. C'est quand même fou que dans ce chapitre on nous apprenne que le clan Davy fait partie de la tribu des boucaniers, du moins c'est fortement sous-entendu et en partie confirmé quand on constate de la taille de certains des membres du clan. Et tout de suite on comprend pourquoi, rien qu'en sachant que ce clan vivait sur God Valley, le gouvernement mondial a décidé de faire disparaître l'île et éliminer tous ses habitants. Car aujourd'hui on sait que la raison de la disparition de cette île est purement et simplement liée à la présence du clan Davy, ainsi que ce qu'ils cachent très certainement de leur passé quelque part sur God Valley. Car effectivement, il est fort probable que ce clan ait conservé quelque part un héritage de leur ancêtre Davy D. Jones, peut-être un message de sa part. Pour faire le parallèle avec Joy Boy, on pourrait aussi penser à une promesse ou une garantie de son retour. Joy Boy a aussi laissé un message, ce qui pourrait effectivement nous laisser penser que Davy D. Jones aurait pu aussi faire pareil. C'est donc pour éviter que cet héritage continue de se transmettre qu'Imu, à travers le gouvernement mondial, a ordonné la disparition de l'île, ainsi que de ses habitants. Peu importe ce que savent les membres du clan Davy et peu importe s'ils sont au courant de quoi que ce soit, le risque a l'air trop grand pour Imu. Le fait d'apprendre que le clan Davy fait partie de la tribu des boucaniers semble les rendre doublement coupables. Nous savons qu'il y a fort longtemps, le peuple des boucaniers aurait commis un crime gravissime et que ça leur aurait valu de devenir éternellement les esclaves des Tenryubito. Et depuis, les boucaniers ont commencé à propager la légende de Nika, une légende qui s'est transmise oralement entre les membres de cette tribu devenus esclaves. En plus d'être des boucaniers, le clan Davy descend du célèbre pirate Davy D. Jones qui vivait il y a 800 ans, donc durant la période du siècle oublié. Durant cette période, Joy Boy et ses alliés ont affronté Imu et les 20 rois fondateurs. Mais il est fort probable que lors de cette période, à l'image de ce qui se passe actuellement, une troisième personne a eu une importance capitale à cette époque, en la personne de Davy D. Jones. L'antithèse de Monkey D. Luffy et Marshall D. Teach. L'antithèse de Goldie Roger était Rocksteady Xebec, et donc ici, l'antithèse de Joy Boy était Davy D. Jones. Le point commun avec tous ces personnages, c'est que Imu Nerona est aussi l'ennemi de tout le monde, et Imu les considère tous comme des ennemis. Davy D. Jones a très certainement cherché à affronter Imu durant le siècle
siècle oublié, et cela pourrait expliquer pourquoi il a été nécessaire de faire disparaître un siècle tout entier. En effet, il est difficile d'imaginer qu'une guerre ait pu durer aussi longtemps face à un seul ennemi. Donc pourquoi ne pas penser que Joy Boy n'a pas été le seul ennemi d'Imo et que Davy D. Jones s'est lui aussi attaqué au roi du monde. Son but à lui n'est pas différent de celui qu'avait Rox ou celui qu'a Teach aujourd'hui. Il voulait lui aussi détrôner le roi du monde pour régner à son tour. Et étant Indy, il a transmis sa volonté à ses descendants qui, aujourd'hui, cherchent à accomplir ce rêve de voir un jour un Davy s'asseoir sur le trône du monde. C'est donc parce que Davy D. Jones a défié il y a 800 ans Imu Nerona que ses descendants en payent le prix aujourd'hui, et comme je disais, ils sont doublement fautifs étant donné que dans leurs veines coule le sang des boucaniers qui eux aussi ont commis un crime impardonnable aux yeux du roi du monde.